monsieur que j'adore, nous pouvons rester jusqu'à 5 heures du matin parce qu'avec 4 ou 5 référents, comme lui, sous mon illustre direction, évidemment, parce qu'il faut diriger ce débat. Absolument. Il n'y a jamais de question, il y a des vraies interventions, et quand il parlait tout à l'heure d'un film de Pasolini, vous de la Pasolini, cinéma africain, ben oui. Il a fait un film africain absolument extraordinaire et terrible qui s'appelle c'était des notes pour une Orestie africaine. Très peu connu, c'était en 1970. Je l'ai exhumé de la filmographie de Pasolini parce que je savais qu'à partir de minuit, avec des intellectuels comme Cassé, ça allait faire quelque chose. Ça n'a pas raté, et c'est la fois où nous sommes restés. Sur minuit, c'est tous les jours. On est resté jusqu'à 5 heures du matin parce que c'était magnifique. Et la teneur des interventions, c'était à minima ce que le professeur Cassé vient de faire avec vous, comme ça, en passant. On donne l'impression d'à peine y avoir réfléchi. Ça, c'est l'esprit de Joluka, et j'ai l'humilité de vous dire, c'est l'esprit de la parole africaine. Je ne me sens pas pour autant vieux, mais je me sens encore plus africain dans le sens de donner à la notion de conversation un aspect fondamental. Et le cinéma hollywoodien, avec la présence du héros, dans le cinéma hollywoodien, un seul homme qui effectivement solutionne les problèmes complexes d'une société, et le cinéma soviétique qui dit que c'est le peuple qui change quand même d'une société. Et ça, Saint-Ben l'a très tôt affiché avec la fin, souvenez-vous de la fin du mandat, quand effectivement on lui tend le mandat. Et c'est lui qui dit effectivement, ce n'est pas, il faut que tout le monde se mette pour changer quand même le peuple. Je fais un raccourci. Khala et Moladé également, ce n'est pas seulement le fait de coller à l'eau, mais c'est aussi toute cette population de femmes qui, à la fin, viennent poser effectivement les couteaux. Ce n'était pas le combat d'une seule femme, mais c'était aussi le combat de plusieurs femmes. D'abord, qu'après cette rencontre, qu'on puisse rendre hommage à certaines figures comme le père Vaste et l'équipe de Daniel Broutier, qui pendant des années nous ont aidés à réfléchir sur cette thématique, les rapports entre littérature, cinéma et d'autres dynamiques. Et qu'on encourage, comme le président l'a dit tout à l'heure, que ce soit les ciné-clubs. Nous, quand on était étudiants, élèves, il y avait des ciné-clubs au Sénégal. Maintenant, avec les programmes d'ajustement, tout a été liquidé. Bon, mais il y a des dynamiques intéressantes actuellement, que ce soit sous forme de cinébus, que ce soit cinéma itinérant, en tout cas faire en sorte qu'il y ait des films et que les gens discutent le cinéma comme moyen d'éducation. Deuxième chose, Monsieur le Président, le hasard a voulu qu'aujourd'hui soit la journée consacrée aux violences faites aux femmes. Moi ce matin, j'ai dit, tiens, il y a une coïncidence bizarre, qu'aujourd'hui, cette journée, eh bien, nous avons ce débat. Donc, il faudrait peut-être sortir une résolution en disant que les participants menons le combat contre ces violences. Le reste, c'est des informations que je voudrais donner. D'abord, à propos de Tchedo, moi j'ai écrit 3 articles sur Tchedo. Le premier, je ne l'ai pas signé. Ça a été publié dans la revue de Mongobeti. Peuple noir, peuple africain. Je n'avais pas voulu signer parce que j'étais à l'époque étudiant. Je voulais savoir mes compatriotes sénégalais, qu'est-ce qu'ils pensent. Ici, on a souvent... On a des gènes de dire ce qu'on pense. Marie-Jo, sur la question de l'excision, qui est une question à la fois culturelle et une question médicale. Donc nous intervenons en duo au cours de plusieurs colloques internationaux. Parce que j'ai compris que la littérature, la presse et le cinéma, qui sont les valeurs auxquelles notre illustre Saint-Ben Ousmane s'est attaché toute sa vie, j'ai compris que ce trépied peut être d'un apport considérable dans beaucoup de domaines, y compris la santé. Et dans le cas de l'excision,
qu'il y ait un problème socio-culturel de premier plan. Et c'est l'aspect socio-culturel. Il faut que cette déconstruction ne peut se faire qu'avec le cinéma, à mon sens, qu'avec le cinéma, la littérature et la presse. Parce que Albert Einstein, permettez-moi de le citer, il disait qu'il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Et c'est le cinéma, la presse et la culture qui peuvent vraiment apporter les éclaircissements au niveau des sein des populations pour qu'ils puissent comprendre les fondements pour qu'on puisse aller à l'abandon de cette pratique. Et par rapport à l'excision, je vais un peu m'attarder par rapport à ça. Pourquoi ce retard de l'abandon de cette pratique au niveau des différents pays? C'est très lent parce que j'estime que la presse, la culture et le cinéma n'ont pas été mis suffisamment à contribution, et notamment au niveau des écoles. Parce que c'est au niveau des écoles qu'on peut faire une déconstruction pour que l'on puisse faire l'abandon de cette pratique. Et j'invite vraiment l'assistance à réfléchir sur comment utiliser ce trépied presse, cinéma et culture à travers dans les écoles, les bandes dessinées, les films de sensibilisation pour qu'on puisse faire un pas dans la lutte contre cette pratique. Parler du mannequin et sa place dans Khala, surtout dans le film. J'ai une question, nous avons les deux femmes, nous avons la première épouse, nous avons la deuxième. Elles ont une existence réelle, elles parlent, elles se déplacent, elles remplissent l'espace. Et nous avons la troisième épouse qui, dans le roman, on ne l'entend pas. Alors, je voudrais un peu ici poser cette question, c'est est-ce que cette troisième épouse qui ne parle pas, qui arrive avec le mannequin et qui s'en va également avec le mannequin, ne pourrait-on pas la considérer comme également un mannequin? J'ai entendu tout à l'heure l'histoire de mannequinat et j'ai un peu honte. Oui. Parce que tous les hommes épousent les femmes. Et est-ce que ce sont des mannequins chez eux? Non. On a joué des rôles qu'on nous a donnés et qui existent, monsieur le recteur vient de le définir. Chacun joue son rôle. Et Ousmane Sembène ne nous laissera jamais le temps de ne pas réussir ce rôle, quitte même à s'arracher les cheveux devant nous. Bon, l'essentiel, c'est la créativité. Ousmane crée ce qu'il sent, ce qu'il ressent. Il nous le livre, mais il est dans le peuple pour s'inspirer du peuple par le peuple et créer pour le peuple. C'est pour cette raison, chaque acte d'Ousmane Sembène recèle la réalité, la véracité de l'existence. Et Olivier, dans le roman, il dit qu'il cherche la fraîcheur du corps. On est en 1973, 74. 50 ans après, Kumba Gawlo nous chante femme-objet. Moi, femme-objet. Je ne suis pas, je refuse, je ne suis pas femme-objet. Et quand, dans le référentiel, puisque vous parlez de figure, dans le référentiel, ce qu'on voit dans le monde réel, quand on parle de femme-objet, dans les années 2000, l'actualité de Saint-Mélisman, on pense au corps. Je réponds par l'affirmative. Oui, la figure de la femme renvoie toujours au corps féminin. Alors, pour la deuxième question concernant la deuxième question, Abdoulaye Sall qui demande est-ce que El Hadji Abdou Kader Bèye ne serait pas lui-même un mannequin? Son troisième épouse ne serait pas un mannequin. Alors, on a parlé de personnage miroir. Personnage miroir et objet miroir. L'objet est humanisé. Pour vous dire que Monet renvoie à un mannequin. Pourquoi? Parce qu'il est sage. Elle est sage comme une image, comme un mannequin. Il est comme une momie,
et miette comme tout carreau. On est là dans la masculinisation de la femme. Et là, certains ne disent pas, comme elle le dit à Nouvelle-Bulgarie dans Cinéma Action 1978, il n'apporte pas de solution, il ne fait pas de cinéma en cas, il montre les choses comme elles. Donc on peut dire que ici, la femme est considérée comme aussi un mannequin. Il y en a qui sont décédés et quand je regarde le film, ça me donne un peu d'émotion. Parce que ce sont mes oncles, mes neveux qui sont dans le film et certains d'entre eux sont décédés. Le deuxième édo, c'est Khala. Khala, un des chapitres de ma thèse porte sur Khala. Parce que j'ai travaillé sur l'histoire de l'entreprise sénégalaise, relations entre Libanais, Français et Sénégalais dans le monde des affaires. Et mon interprétation des épouses de Abdelkader Bey, Il y en a une derrière Roger. j'ai reçu au département d'histoire. Alors, mon interprétation, je viens d'avoir cette idée de mannequin avec vous, mais moi, mon interprétation, c'est qu'aucune des épouses n'est une personne humaine. C'est des temps. C'est 3 temps. 3 temps. Le temps. Chez les historiens, le temps. C'est 3 temps. Et les 3 temps, dans la conception de Saint-Ben, ils nous accusent d'être des chronophages, nous les historiens. Puisque les historiens ont une temporalité séquentielle. 18e, 19e, 20e siècle, le prenant un modèle européocentrique. Saint-Ben dit que le temps ne fonctionne pas comme ça chez les peuples. Le 18e siècle peut être postérieur au 20e. Et pour mettre tous ces temps ensemble, il leur fait épouser un homme. Pour les rendre simultanés. Parce que le temps agit sur le peuple de façon simultanée. Le Moyen-Âge, si ça peut encore se dire en Afrique, ou l'Antiquité et le temps moderne agissent en même temps, simultanément. Ce qui fait que pour les faire agir simultanément, il les transforme en personnes, en femmes, et leur fait épouser un homme qui va être confronté au monde des affaires pour être. Ces temps, ces 3 femmes, c'est Adja Awa Astou, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Si vous voyez, elle est née à Gorée. Elle va souvent au cimetière. C'est la période de la traite négrière. La deuxième femme, Ndoye, Oumi Ndoye, c'est une Saint-Louisienne. C'est le temps colonial. Elle est de Saint-Louis et quand vous regardez toutes ces références, c'est la période coloniale. Troisième temps, c'est Ngoné, elle est une Dakaroise, c'est l'indépendance. Donc le temps de la traite, le temps de la colonisation, le temps des indépendances deviennent des femmes épousées par un homme confronté à la création, c'est-à-dire à l'entreprise, et elle confronte les 3 temps et c'est dans le 3e temps qu'il devient impuissant. Donc, nos hommes d'affaires n'ont pas pu consommer l'indépendance. C'est ça le Khala. Quand vous lisez le roman, chaque fois que Abdelkader va chez Ngoné, où il quitte un Français, ou il quitte un Libanais. D'où le rapport qui est à l'origine de l'impuissance, c'est la non-connexion de la bourgeoisie nationale sénégalaise avec le peuple, la résolution des problèmes concrets du peuple. Et la solution, c'est la dernière scène du film où les Manias arrivent ont fait la réconciliation par l'humiliation d'Abdelkader. C'est l'Afrique. Et ça pose une question extraordinaire d'ailleurs, je n'ai pas le temps de poser, c'est quand le Djedo enlève Yassine et lui dit si tu t'en vas, je te tue. Bon, bien sûr que c'est une déclaration d'amour, je ne peux pas vivre sans toi, il y a des crimes personnels, ça existe. Et en même temps, ça pose une question. L'Afrique, on la vend ou il vaut mieux la tuer? Enfin, il y a quelque chose de ça, de la passion amoureuse, alors peut-être de Samuel Ousmane pour l'Afrique, je ne sais pas. Mais cette Afrique-là, vous connaissez, vous vous souvenez de la fin de Guéloir, où l'aide alimentaire est jetée à la poubelle. Je veux dire, qu'est-ce qu'on accepte? Voilà. Et est-ce qu'on préfère mourir de faim? On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Il me semble qu'il y a ça là-dedans. Donc la figure de la femme, c'est ça, et puisque le professeur Magaï Gassé m'y autorise,
je vais aussi parler dans la figure de la femme qui renvoie au corps de l'homme. Parce que le Major Fall dans le film Chedo, est-ce que vous avez remarqué quand il enlève sa robe, son boubou de musulman, et qu'après il se déplace, il a un petit tailleur. Il a un petit tailleur, il a son petit sac, il a son tailleur carré. Et c'est un grand boutiquaine. Et pourquoi pas? Voilà. Ce qui est, tant pis, puisque nous pouvons parler, que nous sommes entre intellectuels, une tradition sénégalaise tout à fait acceptée jusqu'à il y a peu de temps. Voilà. Donc, la figure de la femme, c'est pour ça que je parlais du masculin et du féminin. Dior Yacine, elle a du masculin en elle, puisqu'elle est guerrière et qu'elle résiste. Le corps de la figure féminine, c'est la résistance. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que les hommes ne sont rien du tout, puisque le Chedo, lui aussi, résiste. Alors, je vais juste finir, pardon. Alors, pour tout ce qui est lexique, Degna Wolof Tuti de Fila de Guyane, mais je ne peux pas me permettre d'analyser le Wolof dans le film, ce serait tout à fait une posture de ma part, mais en effet, nous y voyons bien tous les rituels de parole qui sont savoureux. Je disais à mon voisin, la Warboura fête. Je pense que si je vis au Sénégal depuis même plus de 10 ans, de 15 ans, je ne sais plus, c'est grâce à la Warboura fête. Parce que quand on est littéraire, on se régale tous les jours au Sénégal, sans rime. Et pour l'utopie, je suis d'accord, tout à fait d'accord. C'est ce que j'ai essayé de dire dans ma communication. C'est-à-dire que la différence, peut-être, avec Senghor, c'est que Samuel Ousmane, il est dans l'utopie absolue. Chedo, c'est un rêve. C'est le rêve d'une Afrique qui était harmonieuse, mais jamais aucune culture n'a été harmonieuse. C'est le rêve qu'en effet, une femme va se dresser, va être victorieuse. Mais vous l'avez très bien dit, qu'est-ce qui se passe après? On ne sait pas. On ne peut pas s'en occuper. C'est en effet de l'ordre de l'imaginaire, mais au bon sens du terme. Ça ne veut pas dire, en effet, vous avez fait allusion à Thomas More. En effet, l'utopie, c'est pas du tout, c'est des utopies, c'est des rêveurs. Pas du tout. Sans utopie, pas d'invention, pas de création, pas de... Voilà, Édouard Glissant le disait aussi très bien à sa manière. C'est en modifiant les imaginaires que l'on modifie le réel. C'est pour ça que ma recommandation, c'est que les films soient projetés dans les établissements. Mais, je le crie haut et fort, c'est très difficile à faire. Hein. Il faut se battre. Moi, à l'IAL, je me bats pour projeter des films. Je n'ai pas du tout pu parler de tous ces plans, de toutes ces images, de tous ces tableaux. Sans ça, il faudrait parler de Samuel Ousmane, le peintre, des couleurs et des compositions de tableaux. Chedo, c'est une galerie, c'est un musée, c'est une série de tableaux qui sont absolument fabuleux. Il y a cette image du sang qui est planté devant une concession, donc comme elles étaient autrefois avec les palissades. Et puis il y a un homme qui est en train de nettoyer un fusil, et après le fusil est planté et on voit le sang, le fusil. Enfin, tout est... Voilà, sans arrêt, les images sont extraordinaires. Et vous avez tout à fait bien fait de remarquer la calebasse, la femme qui tisse le coton avec juste un petit roué dans la calebasse, et à côté, les femmes qui viennent échanger, troquer leurs objets contre des produits manufacturés, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, il me semble qu'il y a peut-être quelque chose de très particulier au fait qu'on voit les personnages d'abord habillés avec leur habit traditionnel de Chedo, certains avec les habits des disciples de l'imam, et Dior Racine, voilà, par exemple, et le prêtre avec son grande aube. Et ensuite, ces mêmes personnages sont tous dans la cérémonie religieuse catholique. Donc en fait, peut-être que ça rejoint, voilà, peut-être, je ne sais pas. Vous savez ce qu'on dit du Sénégal, qu'il y a 95% musulmans, 5% chrétiens et 100% d'animistes. Vous connaissez cette petite... voilà. Notre travail va s'articuler autour de deux grands points. Le premier de ces points, c'est intermédialité et relations interculturelles. Pour être donc synthétique, nous allons retenir que quelques films afin de présenter cet élément. Et à chaque fois, il s'agira pour nous de montrer les différents médias convoqués, leur ancrage dans le texte biblique, l'expressivité intermédiaire qui s'en dégage et la visée interculturelle qui pourrait en résulter. Dans Kéita, l'état du griot de Dali Kouyaté, qui est en fait une adaptation au cinéma de Sundiata ou les mots de Madin du Djibril enseignant, on assiste à un griot
Djeliba, qui quitte son village pour rejoindre la ville afin de remplir une mission, c'est d'initier Mabo aux traditions, ou tout simplement de lui enseigner l'histoire de Sundiata. Dans ce film, donc, on a la convocation de l'oralité. On ne dit pas explicitement qu'il s'agit d'une épopée, d'un conte ou d'une histoire, mais dans tous les cas, l'oralité est présente et elle est ancrée dans cette épopée qui est racontée par Djeliba, puis par Mabo, qui lui-même devient griot à la fin. Il y a aussi le livre, parce que Mabo est un élève, et à l'école, on apprend à travers le livre. Donc l'enseignement de l'école est indexé ici. On peut aussi faire allusion à l'art culinaire à travers ce que la famille Keïta mange. La tradition orale comme meilleure école, à travers la confrontation entre ce que Djeliba donne comme enseignement à Mabo et ce qui est appris à Mabo en classe. On se rend compte qu'il faudra déconstruire le discours classique. Disons que le cinéma est un art, une technique et un médium né en Occident. Originellement, ces trois pratiques sont donc importées quand il s'agit des cinémas africains. Mais au fil du temps et des productions, l'Afrique a fait l'effort de s'approprier ces outils. Peu à peu, une poétique des cinémas africains s'est constituée, établissant un pont entre le cinéma originel et imprimant ces marques qui en font un cinéma original. En tant qu'instrument de médiation, l'œuvre filmique est un alliage savant de médias. Dans le cas spécifique du Burkina Faso, les œuvres filmiques, en puisant dans le substrat culturel, vont composer une intermédialité qui rend raison de la coexistence de plusieurs espaces culturels. Au niveau microstructurel, il s'agit des relations entre les cultures burkinabées. Au niveau macrostructurel, allusion est faite aux relations culturelles entre le Burkina Faso et le reste du monde. L'un et l'autre cas interroge le topique et l'hétérotopique, le soi et l'autre et leur rapport. Dans l'école à l'âge de 13 ans, après qu'il ait giflé du ton son directeur, son instituteur, M. Paul Peraldi, qui voulait lui enseigner le corse. Et contre lui aussi qui avait, disons, simplement avancé des accusations mensongères. Après quoi, il a tâté diverses professions, mécanicien, maçon, docker, ouvrier chez Citroën, pondeur, tirailleur au 6e régiment, docker à Marseille. C'est dire qu'Ousmane Sembène appartenait originellement à cette catégorie de déshérités qu'il n'a cessé de représenter à travers ses œuvres comme l'authentique visage de l'Afrique, qu'elle soit coloniale ou post-coloniale. Qu'il s'agisse des événements ou d'un choix de société, sa prise de position explicite, quand son accession à la culture et à l'écriture font de lui le chant de ceux qui n'ont pas de bouche, selon l'expression de Césaire, on ne peut plus parler. C'est pourquoi, d'un ouvrage à l'autre, il continue inlassablement sa lutte contre le colonialisme et le néocolonialisme en évoquant les souffrances et les drames endurés par le peuple. Quel rapport donc entretient-il avec le peuple? Son discours écriture est-il du peuple ou sur le peuple? Son roman peut-il conséquemment prétendre au titre de littérature prolétarienne, de littérature paysanne, littérature ouvrière, de littérature de masse? Quelle stratégie propose-t-il à celui-ci dans la lutte qui l'oppose aux oppresseurs? Quels moyens met-il à la disposition du peuple en lutte pour briser le joug de l'oppression et celui de l'exploitation afin d'obtenir la liberté et l'égalité? Je m'en vais donc brièvement revenir sur l'œuvre, le contexte de l'œuvre, Au pays mon peuple. Nul ne peut nier ou même contester, et cela depuis l'Antiquité, que le texte littéraire constitue le miroir d'un peuple, c'est-à-dire qu'il fait référence à des éléments de la société ou de la conscience commune d'une nation ou d'une communauté humaine. Notre présente analyse s'inscrit dans cette perspective qui conçoit l'œuvre littéraire comme une œuvre d'art produite par un sujet à la fois individuel et social. En prenant comme sujet d'étude Au pays mon peuple, nous voulons rendre un hommage mérité à cet écrivain prolifique, ce fervent humaniste dont la notoriété dépasse largement les frontières du Sénégal et dont les œuvres donnent matière à une profonde réflexion.
au pays Mon Beau Peuple a attiré notre attention par le fait que son auteur y rapporte les us et coutumes d'une population typiquement sénégalaise, la vie mouvementée et la lutte âpre que mènent ces hommes humbles enracinés dans une unité sociale et géographique bien déterminée.